La nation civique, c'est la nation sans identité nationale. Dans son principe, il suffit de respecter les règles démocratiques pour pouvoir y participer en acquérant la citoyenneté. Et comme ces principes sont universels, cette citoyenneté est indéfiniment extensible. Les valeurs abstraites censées aujourd'hui assurer l'intégration des nouveaux arrivants sont tellement générales qu'elles pourraient convenir à une multitude de nations, ce qui conduirait à dissoudre toute identité. Comme le note Weyne-Norman, si l'on en pousse la logique à l'extrême, le nationalisme civique implique une forme radicale de cosmopolitisme qui se doit de prêcher l'abolition plutôt que l'affirmation des frontières politiques. C'est bien ce vers quoi tend la perspective post-nationale développée par Habermas, pour qui l'universalisme égalitaire correspond à l'idée intuitive d'une inclusion de l'autre, ce dernier disposant des mêmes droits que nous. Dans cette théorie, ce n'est plus la nation historique qui est sujet politique, mais la nation civique, c'est-à-dire une construction instituée par un projet commun. Pour les constructivistes, l'héritage commun n'est pas le bon socle, parce qu'il est derrière nous. Le bon socle, c'est ce qui est devant nous, c'est la volonté de construire l'avenir ensemble. Renan n'a pas ignoré cette volonté de vivre ensemble, mais il parle de continuer la vie commune, non d'en commencer une. Il y a en effet quelque chose d'absurde à vouloir créer une nation sur la base d'un projet, car il faut bien que le projet découle d'une volonté politique. Or, la seule entité politique dont la volonté soit légitime est la nation. Pour fonder la nation, il faudrait présupposer la nation. On voit bien ici la force de la définition de Renan. Il faut supposer une continuité. D'une part, il faut qu'une unité politique existe déjà pour se donner une construction. Sinon, il faudrait admettre l'idée absurde d'une constitution qui, avant d'avoir été élaborée, pourrait se précéder elle-même et imposer sa normativité. D'autre part, il y a un saut qualitatif entre l'unification de la nation par une monarchie centralisatrice et l'abstraction supplémentaire censée s'opérer dans le passage du patriotisme constitutionnel. En effet, le pouvoir royal fédère des populations qui sont déjà là et leur impose un régime commun qui n'exclut aucun groupe ni individu. Les sujets se trouvent liés par leur fidélité à la personne du roi, et par effet de miroir, la nation se représente comme une personne à l'image du personnage vivant qui a cristallisé cette conscience commune. La fidélité d'un peuple à son roi pouvait être symbolisée par une convention. Celle-ci venait officialiser une relation qui visait l'unité et soumettait le monarque au respect de ses obligations. Mais le peuple existait avant de se donner un roi. Au contraire, ceux qui voudraient faire de la nation une construction instituée par un projet commun seraient obligés d'en exclure tout individu en désaccord avec la proposition constitutionnelle, quel que soit son degré d'appartenance à la nation historique, ce critère n'ayant plus cours dans cette nouvelle conception de la vie politique. On peut parler ici de conséquences cachées, puisque les constructivistes évitent de se confronter à ce problème posé par leur propre théorie et se réfugient volontiers dans la croyance rassurante en un accord consensuel issu de la communication démocratique. Cette conséquence est sans doute une limite de ce volontarisme constitutionnel, mais un système de pensée ne dévoile jamais mieux ses concepts que dans son passage à la limite. Aussi doit-on remarquer que même le contractualisme de Rousseau ne conduit pas à une telle extrémité. En effet, Rousseau critique certes la position de Grotius, qui tient le contrat pour un acte du peuple alors qu'il faudrait, selon lui, examiner d'abord l'acte par lequel le peuple est un peuple, mais même si sa formulation est parfois ambiguë, il ne conditionne pas à une convention la formation du peuple. La première convention est une présupposition nécessaire pour transformer la multitude en association. En bref, le peuple ne peut agir politiquement que s'il est un corps moral et collectif, une personne publique, et il faut donc passer par la fiction utile d'une première convention pour qu'il soit convenu que le peuple a conquis une fois pour toutes ce statut. Mais l'acte en question ne saurait constituer un critère sélectif d'appartenance nationale. En fait, l'unanimité est déjà donnée au moment où Rousseau écrit son texte, comme il prend d'ailleurs la peine de le souligner. Le constructivisme abstrait propose de dénouer le lien identitaire pour constituer une association hors sol. Mais la nation perd toute valeur empirique si elle ne constitue pas un groupe d'appartenance efficient. Une nation doit pouvoir se distinguer d'une autre, sinon elle se dilue dans une multitude sans consistance politique. Une nation n'est pas un regroupement de gens liés par des intérêts communs, comme une association de locataires ou un syndicat de travailleurs. L'unité de la nation repose sur des affinités plus durables. La nation est donc nécessairement liée à son identité. Récapitulons. Toute collectivité qui veut se donner un dessein collectif doit se réfléchir comme unité et projeter cette unité dans le temps sous la forme d'une réalité substantielle. Une communauté consciente d'elle-même et capable de se projeter loin devant elle suppose une certaine stabilité dans la durée. Cette unité se constitue autour de valeurs communes qui sont soit des valeurs de civilisation, soit des principes universels abstraits.
L'adhésion à des principes universels tend à élargir la collectivité au point d'entraîner sa confusion avec les autres et finalement sa dissolution. Une collectivité consciente d'elle-même cherche à se conserver en défendant son modèle de civilisation et puise dans ses particularités les ressources nécessaires à son renouvellement. Est politique non pas seulement ce qui a rapport à la citoyenneté, mais aussi le lien entre la citoyenneté et l'identité, c'est-à-dire pour la collectivité, l'affirmation de sa particularité. Pour les transcendantalistes, l'espace du politique se limite à une citoyenneté formelle ou procédurale. Pour le reste, les hommes et les femmes devraient assister en simples spectateurs aux phénomènes migratoires qui impactent leur modèle de civilisation. Non seulement les peuples sont exclus des domaines de décision, mais c'est leur existence même qui est niée. Le discours intimidant est donc un discours aliénant, au sens philosophique et psychologique du terme. Il rend les individus incompréhensibles à eux-mêmes, notamment en les coupant de la civilisation dont ils sont les porteurs vivants. Le discours intimidant fonctionne comme disqualification de tout point de vue qui n'entre pas dans le cadre prédéfini par l'idéologie dominante. Il est là pour empêcher tout débat contradictoire. Le verrouillage idéologique influence notre perception car il est des manières de parler qui sont des manières de penser et des manières de voir. Les idées dominantes, qui sont celles des forces dominantes, mondialistes, médiatiques, etc., peuvent devenir majoritaires par les mécanismes de la démocratie de masse. Imitation mutuelle, contagion des idées, intimidation du citoyen impressionné par l'opinion publique, ostracisme, culpabilisation, chantage compassionnel. Le propre des idées dominantes est de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, des vérités. La pensée critique doit procéder à la déconstruction de ces prétendues vérités, comme la philosophie l'a toujours fait, sans se laisser intimider. Cette lecture est extraite du livre « Face au discours intimidant, essai sur le formatage des esprits à l'ère du mondialisme » de Laurent Fidès, paru en 2014 aux éditions du Toucan. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 165 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepée.com.